Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Monnier, je suis en compagnie de Claude Lafleur. Et nous aurons aussi nos compères Dylan Baillargeon et Laurent Runigo, ainsi que Léna Runigo, la fille de Laurent, qui vont nous faire vivre ce récit. Et Claude, aujourd'hui, nous parlerons de la vie et de la carrière d'astronaute, mais sous un angle particulier. Effectivement, nous allons entrer, je dirais, dans les coulisses et dans le quotidien de la carrière d'astronaute et surtout de leur séjour à bord de la Station spatiale internationale. Je vais préciser que pour produire ce balado-là, je me suis inspiré de deux biographies que j'ai lues récemment, notamment la biographie de Thomas Pesquet qui s'appelle « Ma vie sans gravité », joli jeu de mots, et celle d'un astronaute américain, Scott Kelly. Sa biographie s'appelle Endurance, a Year in Space, a Life of Discovery. Je vais peut-être préciser une chose. Je n'ai pas lu la biographie de Pesquet, je l'ai écoutée en audio-livre. Et ce fut une expérience absolument formidable. Il faut dire que Thomas Pesquet il a confié la lecture de son livre à un comédien, Loïc Corbery, qui nous fait vivre son aventure. Il en fait une lecture absolument époustouflante. Je vous le recommande fortement, l'audiolivre, parce que si vous aimez les balados, comme le balado que vous écoutez aujourd'hui, en vous procurant l'audiolivre, vous allez avoir 30 balados, 30 chapitres de livres, balados qui durent des fois entre 20 minutes et jusqu'à 1 heure, et c'est vraiment une lecture palpitante. Je recommanderais même aussi, si vous avez un jeune qui s'intéresse à l'espace, ça peut être un excellent livre à mettre entre ses mains, un audiolivre à mettre entre ses mains. Je pense entre autres à un de nos auditeurs qui nous écoute fidèlement, le petit Léon. Ça pourrait faire un beau cadeau à un jeune de lui faire vivre l'aventure d'un astronaute racontée par un comédien. Je vous le recommande fortement. L'audiolivre, on peut entre autres le trouver, c'est Audible. Possiblement ailleurs aussi. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez vivre une aventure palpitante comme j'ai eu le plaisir de le vivre en préparant ce balado. On parle fréquemment de la Station spatiale internationale comme d'une formidable machine qui fonctionne de façon quasi parfaite depuis bientôt 30 ans dans des conditions pourtant extrêmes. ISS est en quelque sorte notre grande pyramide de nos temps à nous, l'équivalent d'une cathédrale des temps modernes, une merveille technologique sans équivalent, la plus impressionnante entreprise de collaboration internationale jamais réalisée. Tout cela est vrai, mais tout n'est pas rose pour autant. Absolument. En fait, il y a beaucoup de petites choses dont on ne parle pas et dont on va parler au cours de la prochaine heure. Notamment, l'environnement à bord de la station spatiale, c'est extrêmement bruyant. En fait, vivre dans la station spatiale, c'est infernal. Et c'est un peu pour ça qu'il n'y a aucun astronaute qui accepte d'y vivre plus qu'une année. En fait, personne n'accepterait d'y séjourner l'équivalent d'un voyage vers Mars pour voir un peu qu'est-ce que c'est que passer 2 ans et demi dans l'espace. La durée moyenne d'un séjour à bord de la station spatiale se limite normalement à 6 ou 7 mois et c'est amplement suffisant comme on va le voir. Il y a des aspects comme ça. La vie à bord de la station spatiale, ça fait rêver, mais en même temps, il y a beaucoup d'inconvénients majeurs comme on va le voir. Et quant au quotidien des astronautes, il est généralement constitué de longues journées à effectuer des tâches routinières de laborantin, ou à mener de fastidieuses réparations, notamment les toilettes, qui tombent assez souvent en panne, il paraît. Bien entendu, ces tâches sont réalisées en l'absence de gravité terrestre. Or, si l'apesanteur nous fait rêver, voler comme un oiseau et flotter d'un bout à l'autre de la station sont des expériences a priori merveilleuses, celle-ci complique copieusement la moindre tâche. L'apesanteur, c'est enivrant une fois qu'on y est habitué, mais elle devient frustrante à la longue. C'est ainsi que tout astronaute qui revient sur Terre après un séjour régulier s'émerveille de pouvoir simplement s'asseoir et de déposer son verre et ses ustensiles en constatant que ceux-ci ne s'envolent plus. Quel bonheur de tout bonnement manger assis autour d'une table sans y être attaché et sans que la nourriture et tout le reste ne virevoltent autour de soi. C'est en effet l'un des constats que nous livre dans son livre Scott Kelly, qui est un des rares astronautes à avoir passé 1 année à bord de la Station spatiale internationale. Et quand on lit son livre, on comprend pourquoi la NASA ne maintient pas un équipage durant, mettons, 2 ans, 2 ans et demi pour simuler ce que ce serait un voyage à Mars, parce que la vie à bord de la station spatiale, c'est une épreuve beaucoup trop exigeante pour pouvoir y demeurer l'équivalent d'un voyage vers Mars.
Autre aspect dont on parle peu, la collaboration des cosmonautes russes et astronautes américains, qui sont secondés à tour de rôle par des astronautes européens, japonais ou bien encore canadiens. Compte tenu des tensions politiques actuelles, comment se passe la vie communautaire à bord d'ISS? C'est ce que nous allons voir au cours de la prochaine heure. Le long parcours de tout astronaute. En 2009, la NASA a recruté 14 nouveaux astronautes, dont l'ingénieur aéronautique français Thomas Pesquet, 31 ans, et le médecin astrophysicien québécois David Saint-Jacques, 39 ans. Pesquet fait partie des 6 candidats recrutés par l'Agence spatiale européenne ESA parmi les 8413 postulants, tandis que Saint-Jacques est l'un des 2 Canadiens retenus par l'Agence spatiale canadienne CSA parmi 5351 candidats. Autrement dit, ils font partie des 0,05% des personnes retenues. Ils sont donc la crème de la crème de la crème, pourrait-on dire. Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen. Il a un baccalauréat scientifique ainsi qu'un diplôme d'ingénieur aéronautique, puis un master spécialisé en aéronautique. Il est ingénieur aéronautique, pilote de ligne sur Airbus A320 et A350, s'exprime dans 5 langues, français, anglais, espagnol, chinois, mandarin et allemand. David Saint-Jacques, quant à lui, est né le 6 janvier 1970 à Québec. Il a un baccalauréat en génie physique, un doctorat en astrophysique, un doctorat en médecine, spécialisé en médecine de première ligne. C'est ce que vous appelez la médecine d'urgence? Exactement. Surtout, non, la première ligne, c'est vraiment sur le terrain. D'accord. La médecine de campagne, c'est ça? Exactement. Et il parle couramment le français et l'anglais et possède une compréhension de l'espagnol et du japonais. Ce qui est amusant, c'est que quand on recrute des astronautes, on recrute des gens qui ont un bagage, comme on vient de le voir, absolument souvent renversant. Et pourtant, au moment où ils sont recrutés, ils ne sont pas considérés comme des astronautes. Ce sont, dans le langage de la NASA, des ASCAN, des astronautes candidats. En fait, les 2 premières années de carrière d'un astronaute se passent sur les bancs d'école, retour en classe, pour apprendre une quantité phénoménale de nouvelles notions et développer de nouvelles habilités. C'est donc ça, la carrière d'un astronaute, c'est d'apprendre et de développer constamment de nouvelles aptitudes, malgré le bagage souvent époustouflant avec lequel les nouvelles recrues arrivent à la NASA ou à l'Agence spatiale européenne ou canadienne. Ils ont donc d'abord à apprendre les rudiments de l'astronautique, à commencer par le langage truffé d'acronymes dont raffole le spatial. Ils ont aussi à maîtriser l'anglais, le russe, les 2 langues parlées à bord d'ISS. Ils s'initient à l'apesanteur à bord d'avions qui effectuent de vertigineuses paraboles, appareils que l'on surnomme vomit-comète, appellation qui veut tout dire. Ils s'exercent aussi à effectuer des sorties dans l'espace simulé en plongeant en scaphandre d'astronautes dans d'immenses piscines prévues à cet effet. Ils subissent également des sessions en centrifugeuse jusqu'à endurer des accélérations de 9G, le poids de leur corps dépassant alors les 700 kg. Ils s'exercent également à survivre dans des conditions extrêmes, dans des déserts, en forêt, en mer, par temps glacial, en hiver, etc., au cas où un jour ils aient à se poser en milieu hostile. Ils doivent aussi apprendre par cœur le maniement des systèmes de bord d'ISS et à faire face à toute éventualité, notamment en cas de dépressurisation subite, d'incendie en apesanteur ou de contamination de l'air ambiant. Ils ont à apprendre à piloter en toutes circonstances, normales et en urgence, le Soyouz à bord duquel ils s'envoleront un jour. Une telle formation exige d'eux une multitude de voyages dans les installations disséminées sur toute la planète, les États-Unis, l'Europe, la Russie, le Japon ou bien le Canada. C'est quand même époustouflant, tout ce qu'ils ont à apprendre. Et malgré le fait qu'on les a sélectionnés par leur capacité à apprendre et à développer des nouvelles habiletés, c'est pas tout, c'est pas le seul critère. Un autre critère, c'est leur habilité, leur capacité à s'entendre avec les autres, des gens qui peuvent être de cultures différentes, à s'entendre avec les autres dans un environnement très stressant et pour de longues durées. Donc, finalement, leur capacité à un jour vivre à bord de la Station spatiale internationale. Enfin, le grand jour. Ce n'est qu'après 2 années d'entraînement comme ASCAN que Thomas Pesquet et David Saint-Jacques sont finalement devenus des astronautes éligibles à un vol spatial.
Commencent alors pour eux d'interminables années d'attente, ou comme le relate Thomas Pesquet. C'est le début d'une phase indéfinie ou possiblement méchamment infinie. Pesquet estime alors que si tout va bien, sa chance de voler pourrait se présenter vers 2017, alors que nous sommes en 2010. 7 ans à attendre, dit-il, et encore dans le meilleur des cas. Comment envisager ce temps plus ou moins interminable, se demande-t-il. Il faudra continuer de s'entraîner et de se former pour maintenir nos compétences. Mais j'ai bien sûr besoin d'entreprendre davantage. Sauf que j'ignore si j'en prends pour 7 ans, 9 ans ou plus. Voilà la relative malédiction des astronautes. Que faire de ces années impossibles à quantifier ? Puis-je me permettre de me lancer dans une formation de pilote d'essai, histoire de ne pas avoir l'impression de gâcher mes années de ma vie à attendre ? En vérité, je m'en fiche pas mal de voler le dernier ou l'avant-dernier. Ce que je voudrais savoir, c'est quand. Si on me disait « Thomas, tu voleras dans 9 ans ». Ok, très bien. Dans ce cas, je vais faire un MBA. Non, c'est de la fiction. Entre-temps, ces astronautes, en salle d'attente, comme se qualifie lui-même Pesquet, remplissent une foule de fonctions en soutien à leurs collègues en partance pour l'espace, en plus de continuer de parfaire leur formation d'astronautes tout en accompagnant la vaste gamme d'ingénieurs et de scientifiques qui contribuent au programme ISS. De fait, ils se considèrent privilégiés de côtoyer au quotidien les meilleurs des meilleurs dans une foule de domaines. Pour ces ingénieurs du spatial qu'ils sont à présent devenus, ce sont des rencontres et des activités très stimulantes. Effectivement. En fait, toute la carrière d'un astronaute est basée sur le fait que toujours ils ont à apprendre de nouvelles notions, à développer de nouvelles aptitudes. Et en plus, ils savent que le moindre faux pas, le moindre écart de conduite pourrait les clouer au sol à tout jamais. Donc, c'est quand même... toute leur carrière est assez stressante. En fait, on ne sait jamais quand un astronaute va être choisi pour voler dans une navette, dans un vaisseau spatial. C'est la prérogative de la NASA. C'est la NASA qui choisit qui va voler et quand. Et donc, tout au long de leurs longues années d'entraînement, les astronautes attendent finalement le grand jour où ils vont recevoir le fameux appel téléphonique. Et dans le cas de Pesquet, cette assignation se présente en mars 2014. Il est alors assigné à un séjour de 6 mois à bord d'ISS qui débutera en novembre 2016. De son côté, David Saint-Jacques est assigné en mai 2016 à un séjour semblable à compter de novembre 2018. Les deux hommes ont donc encore 1 année et demie pour se préparer leur mission spécifique aux côtés de leurs coéquipiers américains et russes. Notons au passage qu'en 2009, lorsque Pesquet et Saint-Jacques ont été choisis, il y a aussi un autre Canadien qui a été choisi, qui s'appelle Jeremy Hansen. Cet astronaute-là attend toujours de voler. On est en 2025, là. En fait, en avril 2023, Hansen avait été assigné à la première mission habitée du programme Artemis, la mission Artemis 2, qui doit amener les astronautes jusqu'à la Lune et revenir sur Terre sans s'y poser. Cette mission-là était à l'origine prévue pour novembre 2024. Puis, cette mission-là a été reportée à septembre 2025 et elle est maintenant prévue pour avril 2026. Ça, c'est si tout va bien. Et actuellement, le programme Artemis est plus ou moins remis en question par la nouvelle administration Trump-Musk. On ne sait pas donc si cette mission va avoir lieu. Mais si tout va bien, Hansen va, avec un peu de chance, finalement finir par s'envoler 17 ans après sa sélection. Il faut être patient quand on est astronaute. Oui, et je me posais la question, est-ce qu'il y a une limite d'âge, qu'elle soit officielle ou officieuse, à la NASA pour prétendre à retourner dans l'espace? Jeremy Hansen, je ne sais pas quel âge il a, mais voilà, Pesquet est en 78, Saint-Jacques en 70, donc il a 55 ans. Est-ce qu'il peut encore espérer voler? Il n'y a pas une limite officielle d'âge tant que vous êtes en excellente condition physique. Il y a des astronautes qui ont volé dépassé l'âge de 60 ans. Ils pouvaient même porter des lunettes. Ils avaient besoin de lunettes pour bien voir. Il n'y a pas de limite d'âge tant que vous êtes en bonne santé, mais comme on le voit un peu jusqu'à maintenant, c'est un métier très exigeant, même quand vous êtes au sol, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a peut-être plus l'énergie quand on a 60, 65 ans pour voler. Donc, tant que vous êtes en bonne santé, vous êtes éligible à un vol spatial, mais souvent, après des fois 10, 15 ans, l'astronaute se lasse
comme je disais tantôt, hein, je souligne, là, le moindre faux pas, le moindre écart de conduite peut vous valoir de rester au sol. Donc, c'est une vie exigeante. Tous les jours, vous devez faire de l'exercice physique. À un moment donné, toute personne finit par se lasser. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, mais on peut voler au-delà de 60 ans. L'épreuve du Soyouz. Dans les années 2010, la seule façon de parvenir à la station spatiale est en capsule Soyouz. Nous étions en fin de vie de la navette spatiale. Les astronautes s'entraînent par conséquent de longs mois à la mythique Cité des Étoiles, située à 25 km au nord-est de Moscou. Puis ils s'envolent du non moins mythique cosmodrome de Baïkonour par moins 20 degrés le 17 novembre 2016 pour Pesquet et le 3 décembre 2018 pour Saint-Jacques. Il faut dire que s'envoler en Soyouz, c'est une épreuve. D'abord, l'astronaute, Pesquet ou Saint-Jacques, devait s'envoler avec un cosmonaute russe et une astronaute américaine. Tous trois devaient prendre place dans une capsule dont le volume est de 3,5 mètres cubes. Ça, c'est l'équivalent de l'habitacle d'une petite automobile. En conséquence, ils sont vraiment tassés dans le Soyouz et même ils sont assis sur des sièges et les genoux recroquevillés sur eux. Et ils sont en plus engoncés dans des scaphandres très très serrés parce que l'espace est tellement réduit dans une capsule Soyouz que chaque centimètre cube qu'on peut économiser, on le fait. Donc, c'est extrêmement inconfortable de s'installer dans un Soyouz pour son lancement. Oui, on rappelle que c'est un capsule Soyouz, le dessin d'origine date des années 60. Hein. Exactement. De ce fait, chacun est recroquevillé sur lui-même, les genoux pratiquement rivés à sa poitrine. Comme se le rappelle Pesquet, au bout de 20 minutes, j'avais déjà très mal. La sueur inonde mes tempes et je sens la douleur qui pulse dans mes genoux. Encore 1h30 à attendre avant le décollage. Et lorsque l'écoutille de la capsule est verrouillée, il a l'impression d'être enfermé dans un coffre-fort duquel il serait impossible de s'extirper. Ce n'est pas le moment d'être claustrophobe, se dit-il alors. On peut rajouter, comme si ce n'était pas suffisant, qu'au matin du lancement, chaque astronaute subit un lavement intestinal. L'idée, c'est qu'ils vont devoir passer une journée ou deux dans le Soyouz, autant que possible, éviter d'aller à la toilette. Donc, on vide les intestins avant le départ. Ils portent une couche durant leur séjour dans le Soyouz. On espère juste qu'ils vont avoir besoin d'uriner. Il y a une toilette à bord, mais autant que possible éviter. Imaginez-vous, là, la prochaine fois que vous allez partir en voyage en avion, si le matin de votre départ, vous deviez subir un lavement intestinal, il me semble que ça commence mal la journée. Oui. Il porte certes une couche, mais comme le souligne Pesquet, mieux vaut n'avoir rien d'autre à faire que d'uriner. Nous voilà donc harnachés au-dessus de 274 tonnes de carburant prêtes à s'enflammer. Autrement dit, au sommet d'une bombe. En effet, comme tant de fois rapporté, le lancement d'un vaisseau spatial n'est pas une opération sans risque. D'ailleurs, l'équipage qui s'est envolé juste avant celui de Saint-Jacques en octobre 2018 a connu une défaillance de la fusée porteuse. Heureusement pour eux, le système automatique de sauvetage de leur capsule est instantanément entré en action, de sorte que les deux passagers du Soyouz se sont posés en relative douceur 20 minutes plus tard à 400 km de leur point de départ. Ils ont été quittes pour une belle frousse et pour endurer une décélération de 7G. Exactement. Heureusement, dans le cas de Thomas Pesquet et de David Saint-Jacques, tout s'est bien passé. Leur décollage a eu lieu sans problème. Dans le cas de Pesquet, le Soyouz a pris 2 jours pour rejoindre la Station spatiale internationale. Dans le cas de Saint-Jacques, ça a pris seulement 6 heures. Donc, on arrive à la Station spatiale. Il faut dire une chose, hein, dès que l'équipage arrive en orbite terrestre et qu'ils ouvrent le casque de leur scaphandre, ils découvrent à quel point c'est très bruyant. C'est très bruyant à bord du Soyouz, ça va être très bruyant à bord de la Station spatiale internationale, de sorte que tout au long de leur voyage, là, durant les 6 mois qu'ils vont passer à bord de la Station spatiale, ils ne connaîtront plus jamais le silence. Le silence va revenir seulement le jour où ils vont revenir sur Terre des mois plus tard. Comme tous ses prédécesseurs, Pesquet est vivement impressionné lorsqu'il aperçoit l'ISS par le hublot de son Soyouz. J'ai vu des maquettes, j'ai vu des photos, mais là, en vrai, c'est complètement magique. Ça restera l'une des sensations les plus marquantes de ma vie.
C'est absolument gigantesque. C'est l'étoile noire de Star Wars. C'est improbable. 108 mètres de long, 74 mètres de largeur et 30 de hauteur qui flottent comme ça dans le ciel. La première chose qui frappe à l'œil, c'est bien sûr la longue poutre horizontale avec ses 8 panneaux solaires aux 2 extrémités. 2500 mètres carrés qui fournissent l'électricité en pivotant en permanence vers le soleil. Les modèles de vis cylindriques sont assemblés sur un axe perpendiculaire à l'ensemble. C'est vraiment un château dans le ciel. Et le métal scintille au soleil. L'impression de complexité et de puissance est incroyable. Une fois arrivé à bon port, l'équipage met 2 heures pour vérifier soigneusement l'intégrité du Soyouz et d'ISS, puis de l'étanchéité du tunnel entre les 2 vaisseaux. Alors seulement, on ouvre les écoutilles de part et d'autre, et les nouveaux arrivants pénètrent tour à tour dans la station sous l'œil attentif des spectateurs terriens. C'est là un moment particulier pour chacun d'eux qui sont libérés de l'exiguïté du Soyouz. Exactement. En fait, quand ils rentrent dans la station spatiale, ils sont déjà surpris par le volume qui s'offre à eux, tellement même le local où ils se trouvent est tellement plus vaste que le Soyouz. Et là, ils sont accueillis joyeusement par les 3 résidents qui sont dans la station spatiale. Donc là, on assiste à des embrassades, à des accolades. Les résidents de la station sont vraiment heureux de voir arriver de nouveaux résidents, de nouveaux collègues de travail. Et peu après, les astronautes se cordent devant une caméra de télévision. Et là, on a le droit à une cérémonie officielle d'accueil. C'est-à-dire que là, il y a une conversation avec les gens au sol. Les responsables de la mission souhaitent la bienvenue aux astronautes, les félicitent pour être parvenus sains et saufs à la station spatiale. Quant aux astronautes, eux, ils remercient les équipages les équipes au sol de leur assistance. Donc là, c'est une cérémonie officielle de bienvenue. C'est également l'occasion pour les familles et les proches de les saluer une première fois et de mettre derrière eux les jours qui ont été éprouvants et remplis d'angoisse, comme en témoigne ce bref échange entre Oleg Novitsky, le commandant de l'équipage de Pesquet, et sa jeune fille. Bonjour papa, comment vas-tu? Bien et toi? As-tu beaucoup pleuré? Non, pas du tout. Eh bien, j'espérais que quelqu'un allait pleurer. Nous étions tous inquiets, bien sûr, mais nous avons été courageux. Puis c'est au tour de la compagne de Thomas Pesquet. Allô Thomas? On est tous là avec les amis et la famille. J'ai du mal à croire que je te parle en orbite dans la station. C'est super de vous voir tous enfin arriver. On espère que ce n'était pas trop long. Pour moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler. Pour moi aussi. J'ai du mal à croire à tout cela. Mais apparemment, c'est pour de vrai. Puis une voix plus frêle prend la parole. Allô Thomas? C'est maman, je suis fière de te voir là-bas. Je vous souhaite un bon séjour là-haut. De belles expériences, que tout se passe bien pour vous. Ça a été un spectacle inoubliable de vous voir décoller l'autre jour à Baïkonour. J'ai de très belles pensées pour vous tous. Merci maman. On a une superbe équipe. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout va bien se passer. Je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Et l'astronaute se dit alors « C'est émouvant, j'y suis arrivé ». Compte tenu de ce que viennent de vivre les nouveaux arrivants, nul doute que c'est là une cérémonie dont il se passerait volontiers. Laissez-nous respirer un brin, se disent probablement certains, mais le protocole et les relations publiques priment. Exactement. Et après ça, la première tâche auquel sont soumis les nouveaux arrivants, c'est un briefing du commandant de bord qui leur rappelle les mesures de sécurité. Parce qu'il faut savoir que les astronautes dans l'espace sont toujours en danger, donc il faut toujours avoir à l'esprit fraîchement toutes les mesures de sécurité. En fait, ce qui est un peu curieux quand on y pense, c'est que les astronautes qui sont à bord de la station spatiale, ce sont des professionnels qui se préparent depuis des années à leur séjour, à vivre et à travailler dans l'espace. Mais tout au long de leur mission, constamment, ils vont se faire rappeler différentes consignes, soit par les équipes au sol, soit par le commandant de la mission. Vous avez beau être un professionnel bien préparé, constamment, on va vous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire en cas de tel ou tel événement. Ces nouveaux arrivants découvrent alors la pesanteur. Je trouve que flotter est plus facile qu'évoluer sur Terre, observe Pesquet. Je me sens comme un poisson dans l'eau. La sensation d'impesanteur est difficile à décrire, mais à de rares exceptions près,
elle est extrêmement agréable. C'est un peu comme soudain être hors de son corps, une espèce de repos physique permanent, mais beaucoup moins pratique lorsqu'on essaye d'utiliser un objet. Je suis très heureux et totalement émerveillé. La vie à bord d'une machine. À bord de la Station spatiale internationale vivent et travaillent normalement 7 personnes, généralement 3 cosmonautes russes, 3 astronautes américains, avec à tour de rôle un Européen, un Japonais ou un Canadien. Ces résidents se partagent un espace qui se compare, dit-on, à celui d'une maison de 3 chambres avec 2 salles de bain. L'espace dont ils disposent est de 388 mètres cubes, soit 100 fois plus que celle d'une capsule Soyouz. Rappelons que cet espace est d'autant plus vaste que les résidents occupent aussi facilement le plafond, le plancher et les murs, ce qui en pratique double l'espace utilisable. Mais Claude, est-ce qu'il y a vraiment un plafond et un plancher officiellement dans la station ? Pas vraiment. En fait, il y a une légère coloration. Le plafond est plus pâle que le plancher, mais si vous regardez des photos de la station, vous allez avoir de la misère à voir où sont les murs, où sont les plafonds. Sinon que souvent, on place les photos de façon à ce que le plafond serait en haut, mais c'est pas évident si vous n'avez pas de notion. Il faut savoir que la maison dans laquelle habitent les astronautes et les cosmonautes, les 6 ou 7 résidents de la station spatiale, elle est équipée de 6 chambrettes. Les chambrettes, ça a la grandeur d'une boîte téléphonique et le lit, c'est tout simplement un sac de toile accroché au mur. Pour le reste, les astronautes vivent dans une série de laboratoires scientifiques où vous allez retrouver partout des objets accrochés au mur, au plancher, au plafond, parce que justement, il n'y a pas de différence que vous soyez sur... Donc, partout, il y a des objets d'accrochés au mur. Vous êtes dans un laboratoire éclairé à l'aide de néons, un laboratoire très bruyant, et c'est la maison dans laquelle vous allez vivre au cours des 6 prochains mois. Scott Kelly, qui a séjourné 1 année, nous raconte: la plupart des espaces où j'ai passé mon temps n'a pas de fenêtres ni de lumière naturelle, mais plutôt des lumières fluorescentes, vives et des murs blancs cliniques. Dépourvus de couleurs terrestres, les modules semblent froids et utilitaires, comme une sorte de prison. Ces modules laboratoires sont pour la plupart de vastes pièces rectangulaires ayant plus ou moins les dimensions d'un wagon de chemin de fer. L'espace pour s'y déplacer est fort heureusement large, facile d'y flotter à sa guise. Par contre, la station spatiale, comme on l'a dit, elle est extrêmement bruyante. Bruyante parce que non seulement il y a des appareils scientifiques qui sont en fonction, mais il y a une quantité de pompes, de clapets, de ventilateurs qui sont toujours en fonction. Donc, vous êtes dans un milieu très bruyant et vous avez l'impression, si on avait à comparer ça sur Terre, d'être dans une usine en fonction. Si vous avez déjà eu la chance de visiter soit une usine ou même, je dirais, la salle des machines d'un immeuble, où là, c'est très bruyant à cause des systèmes de chauffage et autres ou de climatisation, c'est ça l'environnement de la station spatiale. Imaginez-vous, vous êtes en quelque sorte dans une usine en fonction dont vous ne sortirez pas avant 6 mois. Kelly remarque: il est difficile d'expliquer à ceux qui n'ont pas vécu ici à quel point que la nature nous manque. Un jour, on créera probablement un mot pour désigner la nostalgie particulière que l'on ressent là-haut à l'égard des êtres vivants. Nous aimons tous écouter des enregistrements de la nature, de forêts tropicales, de cris d'oiseaux et de vents qui soufflent dans les arbres. Quand tout flotte. En examinant les photos et les films qui montrent l'intérieur de la station, vous remarquerez qu'il manque quelque chose de très familier, des étagères. Puisque nous sommes en gravité zéro, il est impossible de déposer quoi que ce soit sur une tablette, car tout se met immédiatement à s'envoler. Il n'y a donc pas de rayon de bibliothèque, ni d'étagères, ou de tables ou de bureaux sur lesquels déposer quoi que ce soit. Regardez autour de vous, là où vous vous trouvez en ce moment, et imaginez si tout d'un coup, on supprimait la gravité et que tout se mettait à flotter. Vous seriez vite plongé dans un capharnaüm. Toi comme moi, Claude. Absolument, exactement. Moi, je regarde autour de moi, s'il fallait que tout se mette à flotter, ce serait l'enfer. C'est pour ça que dans la station, il faut toujours tout attacher, tout ranger. Impossible de déposer le moindre objet, ne serait-ce que quelques secondes. Non seulement il faut tout attacher et tout ranger, mais il faut même que l'astronaute s'attache à son poste de travail.
Si au départ, ça peut être amusant de dire je laisse flotter mon crayon, je regarde mon crayon flotter devant moi, c'est amusant. Lorsque vient le temps de travailler, c'est toute une autre chose. Parce que le moindre objet que vous laissez flotter, il va s'envoler très rapidement et bonne chance pour le retrouver. C'est ainsi que l'on ne doit jamais rien lâcher autour de soi, autrement l'objet s'envole et il devient vite difficile, voire impossible de le retrouver. Sur Terre, un autre bienfait de la gravité, un objet qu'on échappe va tomber a priori vers le bas. On sait donc où regarder, mais dans la station, tout s'envole rapidement dans n'importe quelle direction, aussi bien en haut que derrière soi. Des astronautes ont mis des heures, voire des jours, pour tenter de localiser un objet perdu, et souvent en vain. Il arrive même qu'on retrouve par hasard quelque chose d'égaré depuis des années. Le record d'un objet perdu et retrouvé est de 8 ans, indiquait Scott Kelly en 2015. Moi, Claude, je pense que chez moi, le record est dépassé, mais c'est une autre histoire. Exactement. C'est quand même amusant quand on lit les biographies. Des fois, l'astronaute trouve quelque chose qu'on cherchait depuis des années. Puis, tiens, je viens de le retrouver. Il faut comprendre aussi que le rangement dans la station spatiale est une tâche absolument vitale. En fait, il faut non seulement ranger un objet, mais indiquer dans le système informatique de bord où on l'a rangé. Et ça, c'est très, très important. Et ça, pour 2 raisons. D'abord, il faut savoir que dans la station spatiale, en apesanteur, on ne peut pas faire comme nous, on fait souvent sur Terre, c'est-à-dire ouvrir un tiroir ou un placard, puis regarder ce qu'il y a dedans, brasser un peu pour chercher l'objet qu'on recherche. Si vous faites ça en apesanteur, tout le contenu du tiroir ou du placard va s'envoler. Il faut donc, on ne peut pas regarder comme ça au hasard dans les placards. Il faut donc savoir exactement où chercher et quand vous ouvrez un tiroir, un placard, faites très attention pour ne pas toucher aux autres objets pour aller chercher seulement l'objet que vous avez besoin. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut savoir que la station spatiale, elle est habitée en permanence depuis 25 ans par des équipages qui se relaient à tous les 6 mois. Ça veut dire que quelque chose qui a été rangé il y a quelques temps, personne ne le sait, c'est pas comme vous et moi, on a une idée de ce qu'on a rangé au sous-sol ou au grenier ou dans tel ou tel placard. Là, personne ne peut le savoir. Donc, il faut absolument répertorier dans un système informatique dans quel des centaines de placards ou d'endroits de rangement se trouve tel ou tel objet et pour pouvoir le retrouver. Et faire attention si dans le système informatique, vous indiquez la mauvaise localisation, le mauvais compartiment où vous avez rangé tel ou tel objet, bien celui-là, il est probablement perdu à tout jamais. En fait, comme l'avait noté un astronaute, un objet mal rangé, c'est un objet probablement perdu à tout jamais. Maux de tête. Autre facteur qui complique sérieusement la vie à bord de la station, la ventilation. Sur Terre, l'un des bienfaits de la gravité dont on n'a pas conscience, c'est la convection. Il s'agit du simple fait que l'air chaud tend naturellement à s'élever tandis que l'air frais tend à descendre. Ce phénomène est dû au fait que l'air chaud est moins dense à volume égal, donc plus léger, que l'air frais. Or, la convection a ceci d'avantageux que tout autour de nous, elle brasse naturellement l'air, brassage qui, sans qu'on ne le réalise, est vital à notre bien-être. Absolument. Parce qu'on ne se rend pas compte, là, mais lorsqu'on expire, on laisse aller du CO2, qui s'en va normalement plus ou moins vers le haut et qui est remplacé par de l'oxygène. Rien de tel en apesanteur. En fait, l'astronaute qui expire va donc expirer du CO2 et le CO2 va avoir tendance à demeurer autour de lui, à former une espèce de bulle. Et plus il va expirer du CO2, plus l'air autour de lui va se charger de CO2. Et résultat, quand il va continuer de respirer, il va avoir moins d'oxygène dans son air et plus de CO2. Résultat, il va développer de sérieux maux de tête. Scott Kelly a ainsi constaté durant son séjour, le taux de dioxyde de carbone est aujourd'hui élevé, près de 4 mm de mercure. Je n'ai même pas besoin de chiffres pour m'en rendre compte, je le sens. Je détecte avec précision le niveau de CO2 simplement à cause des symptômes que je connais. Avec 2 mm de pression de CO2 dans l'atmosphère, je me sens bien. Mais vers 3 mm, j'ai mal à la tête et je commence à me sentir congestionné. Et à partir de 4 mm, mes yeux brûlent et je commence à ressentir des effets cognitifs. Ainsi, si je tente de faire quelque chose de complexe, je commence à me sentir abruti. Au-delà de 4 mm, ces symptômes deviennent inacceptables.
Et le symptôme le plus sérieux, poursuit-il, c'est bien entendu l'altération de mes facultés cognitives, car cela met en danger nos vies. À tout instant, en effet, nous risquons de faire face à une urgence et donc devoir prendre des actions qui demandent de la concentration et le souci du travail. Mais or, perdre ne serait-ce qu'une fraction de notre capacité de concentration, celle de faire des calculs ou de résoudre des problèmes, risque de nous coûter la vie. Étonnamment, Kelly indique que les responsables de la NASA sont prêts à tolérer des taux de CO2 allant jusqu'à 6 mm de mercure. Il s'inquiète aussi des conséquences à long terme d'être exposé durant des mois à des taux si élevés, conséquences dont nous n'avons aucune idée, fait-il remarquer. Cela pourrait générer, entre autres, des problèmes cardiaques pour nous dans l'avenir. Et c'est pourquoi, partout dans la station spatiale, il y a des ventilateurs. Partout, on fait circuler l'air, y compris même dans les petites chambrettes des astronautes. Quand l'astronaute se couche le soir, il fait très attention pour orienter un ventilateur vis-à-vis son visage pour évacuer le CO2 et remplacer ça par de l'oxygène. Qui fait que la ventilation dans la station spatiale, elle est vitale, elle est essentielle, mais c'est en même temps elle qui cause le fameux problème de si vous n'attachez pas un objet, il va s'envoler rapidement dans n'importe quelle direction. La ventilation est à la fois vitale et cause de grands inconvénients. Et évidemment, si vous laissez aller un objet, il va aller dans n'importe quelle direction, il va disparaître, j'oserais dire, le temps de cligner des yeux, ce qui fait que finalement, bonne chance pour le retrouver parce que vous n'avez aucune idée où s'envole l'objet. Et ça, c'est parce que sans ventilation dans l'endroit où vous travaillez, vous seriez rapidement embêté par le CO2 qui s'accumule autour de vous. Autre problème, le CO2 exhalé par les astronautes ne disparaît pas par enchantement comme pour nous sur Terre. Il tend à s'accumuler dans l'air de la station pour assez rapidement atteindre des taux néfastes. C'est pourquoi l'ISS est équipé d'appareils d'absorption du CO2, mais cependant, comme le relate Kelly, ces systèmes de filtration n'ont pas la capacité de traiter suffisamment le CO2, tant le volume d'air est grand et le volume de CO2 exhalé par les 7 résidents élevé. En conséquence, l'air que respirent ceux-ci contiennent généralement trop de CO2, Claude. Exactement. Et un autre problème, on vient de dire que la station est extrêmement bruyante. Mais supposons que finalement, un certain silence s'installe. Certains appareils cessent de fonctionner. On pourrait dire, bravo, c'est un peu moins bruyant. Mais là, c'est tout le contraire. Là, les astronautes deviennent très inquiets parce que ça veut peut-être dire qu'un système vital vient de cesser de fonctionner, vient de flancher. Donc, toute modification du bruit à bord de la station spatiale suscite une inquiétude chez chacun des astronautes. Ça témoigne un peu que, même quand tout va bien, tout astronaute est conscient qu'à tout moment, quelque chose peut se passer et qui met en danger sa vie. Ça peut être un système vital qui cesse de fonctionner, comme ça pourrait être un autre problème. Mais l'astronaute qui passe 6 mois dans la station spatiale perd jamais de vue que sa vie est constamment en danger. Et en parlant de panne, il va sans dire que les résidents redoutent celle de l'un ou l'autre des filtreurs de CO2, ce qui survient de temps à autre. Il y a aussi celle des toilettes de bord, ce qui arrive assez fréquemment. C'est alors une fastidieuse corvée de réparation, comme le raconte Kelly, la moindre tâche qui sur Terre ne nécessiterait qu'une heure ou deux, prend aisément une journée entière à accomplir à bord d'ISS. Et il faut souvent s'y mettre à 2 pour réaliser une simple opération facile à mener sur Terre par une seule personne. Un autre problème que vivent les astronautes, c'est l'adaptation de leur organisme dans l'espace, l'adaptation au fait qu'on est privé de gravité. Dans un premier temps, là, dans les premières heures, les premiers jours de vol spatial, le sang a tendance à s'accumuler dans la tête. Pourquoi? Parce que sur Terre, ici, le cœur est habitué de pomper le sang vers le haut. Évidemment, dans l'espace, il continue de faire ça alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, l'astronaute, il y a beaucoup de sang qui s'accumule dans sa tête. La sensation qu'il ressent alors, c'est un peu comme nous sur Terre. Si vous vous mettez à l'envers, là, si vous mettez la tête au plancher et les pieds dans les airs, là, position de yoga pas très confortable, c'est pas long qu'après quelques minutes, vous avez mal à la tête parce que le sang s'accumule. C'est ce que vit un astronaute. Sauf que sur Terre, nous, on peut faire ça quelques minutes, puis là, se remettre à l'endroit, puis retrouver sa condition physique. Ça prend des jours avant que l'organisme s'adapte à l'absence de gravité et donc éviter de pomper le sang vers le cerveau.
Donc, l'astronaute a mal à la tête durant des jours, comme si on se tenait la tête en bas pendant des jours. Sensation très inconfortable. Mais comme le relate Kelly, toujours l'astronaute vit avec l'impression d'avoir la tête en bas. Jamais, même après 6 mois de séjour en apesanteur, cette sensation disparaît complètement. Comme tous ses collègues, il a aussi observé que durant son séjour à bord d'ISS, il perd de la masse osseuse alors que ses muscles s'atrophient, ce qui rétrécit de surcroît les parois du cœur. Plus troublant encore, poursuit-il, j'ai des problèmes de vision, comme de nombreux collègues d'ailleurs. En outre, je suis exposé à l'équivalent d'une dizaine de radiographies pulmonaires chaque jour. Et cette exposition risque d'augmenter le risque de contracter un cancer pour le reste de mes jours. Weekends. À bord de la station, les astronautes vivent à l'heure de Greenwich en temps universel, c'est-à-dire à l'heure de Londres. Normalement, ils se lèvent vers 7 heures du matin et travaillent de 8 heures à 18 heures environ, sinon même davantage, 5 jours par semaine. Mais comme l'a constaté Kelly, le personnel de la NASA est par nature optimiste. Malheureusement, cet optimisme s'étend à l'estimation du temps qui nous est imparti pour effectuer une tâche. Comme par exemple, réparer un appareil ou réaliser une expérience. Même si on prend plus de temps qu'assigné, bien celui-ci doit être emprunté quelque part dans notre emploi du temps. Et, à savoir, sur nos repas, sur notre période d'exercice, sur notre temps personnel en fin de journée, voire même sur notre sommeil. En principe, les astronautes ont congé les week-ends. Ils ont leur week-end de congé. Sauf que le samedi matin, il faut faire le grand ménage de la station. Et quand je dis grand ménage, ça veut dire passer l'aspirateur partout, et y compris nettoyer les surfaces à l'aide de lingesses mouillées. Il faut savoir que comme on est en apesanteur, la poussière ne s'accumule pas simplement sur le plancher et on n'a rien qu'à passer un coup de balai. Non, il faut passer l'aspirateur partout pour enlever la poussière. Évidemment, inutile d'utiliser un balai, ça ferait juste soulever la poussière. Et il est important de nettoyer toutes les surfaces avec des lingettes. Pourquoi? Parce qu'il y a des micro-organismes, il y a de la moisissure qui a tendance à se développer sur les murs. Et à ce moment-là, les moisissures vont dégager des spores qui pourraient être très néfastes à la santé des astronautes. Qui fait qu'il faut vraiment, à chaque samedi, faire le ménage de fond en comble de la station, un peu comme nous, on fait parfois le grand ménage dans notre maison, peut-être au printemps et à l'automne. Eux, c'est tous les samedis matins. En conséquence, les résidents doivent nettoyer soigneusement chaque samedi toutes les surfaces qu'ils touchent normalement à l'aide d'un aspirateur et de lingettes désinfectantes. Comme l'a dit Claude, inutile de passer un balai car cela ne ferait que faire virevolter la poussière. N'oublions pas non plus le nettoyage des filtres du système de ventilation où non seulement s'accumule la poussière, mais également où on peut retrouver un tas de petits objets perdus. C'est tout de même étrange de se lever ici le week-end et de constater que on est toujours sur son lieu de travail. Je me réveille samedi et je suis au travail. Même chose pour le dimanche. L'astronaute poursuit. Il y a beaucoup de choses qui, vivant en apesanteur, sont amusantes, mais manger n'en fait pas partie. En vérité, ça me manque beaucoup de simplement m'asseoir sur une chaise, manger un repas en me relaxant et converser tout bonnement avec les autres. Du reste, manger sur son lieu de travail, 3 fois par jour, ce n'est pas l'idéal. Chacun de son côté. Un autre aspect dont on parle peu, un secret bien gardé si j'ose dire, est la ségrégation qui existe entre les cosmonautes et les astronautes. Cette ségrégation s'est imposée dès le départ du fait qu'ISS était en réalité constituée de 2 sections distinctes. La section russe dite ROS pour Russian Orbital Segment et la section américaine dite USOS pour US, United States Orbital Segment. Ainsi, les cosmonautes passent l'essentiel de leur temps dans la section ROS alors que les astronautes occidentaux en font autant dans la section USOS. La Station spatiale internationale est en réalité 2 stations en une rejointes par une frontière. Exactement. En fait, la section américaine, là, USOS, est constituée principalement des laboratoires américains destinés européens Columbus et japonais Kibo.
C'est la partie avant de la station. Normalement, quand on voit une photo de la station, c'est au premier plan, ce qu'on voit, c'est les modules. D'ailleurs, souvent, à gauche, vous avez le module européen Columbus et à droite, le module japonais Kibo. Ça, c'est la partie avant de la station. Et à l'arrière se trouve donc la section russe ROS, qui est principalement construite autour du module V Zvezda. Zvezda était prévu à l'origine pour servir à la construction d'une deuxième station orbitale Mir. Les Russes ont mis fin à ce projet-là pour plutôt s'en servir pour la Station spatiale internationale. Et ce Zvezda-là est entouré d'un certain nombre de modules scientifiques russes, mais des modules beaucoup moins sophistiqués que les modules occidentaux, les laboratoires occidentaux. Kelly explique « La station spatiale est un effort international avec une installation partagée. Mais en pratique, je passe presque tout mon temps dans le groupe des modules que nous appelons USOS. Tandis que mes collègues cosmonautes, tant qu'à eux, ils passent leur temps dans le segment ROS. » Et les deux sections de la station sont littéralement reliées par un pont, c'est-à-dire par un tunnel courbé d'environ 6 mètres de long, un tunnel très étroit qui sert de passage entre les deux stations. Donc, les équipages passent régulièrement d'un bord à l'autre. Il n'y a pas de frontière avec une douane comme ici sur Terre, mais il y a quand même un passage qui souligne que vous êtes dans une section ou dans l'autre. Et normalement, les cosmonautes restent dans la section russe, les astronautes occidentaux dans la section américaine. Il y a beaucoup de va-et-vient entre les deux, mais généralement, chacun reste de son côté de la Station spatiale internationale. Et Trump ne va pas construire un mur au milieu du tunnel de la station. Il a l'air plutôt copain avec les Russes. Oui, mais je parierai pas. On ne sait jamais. Et toutefois, le moindre échange ou service est comptabilisé et tarifé. Les uns fournissent l'électricité, les autres l'air ou l'eau, l'un le carburant, l'autre la nourriture, etc. Si les cosmonautes assistent des astronautes lors de sorties spatiales, c'est comptabilisé et vice-versa. De même que si les Américains fournissent vêtements et autres commodités, la moindre assistance de la part des uns fait en théorie objet d'une comptabilité serrée, bien qu'en pratique, les résidents s'entraident sans beaucoup s'en soucier, j'imagine. Exactement, c'est ça. En fait, on ne sait pas jusqu'à quel point les gens au sol notent les différents services que se rendent l'un et l'autre et les comptabilisent, mais quand on lit Kelly, on voit qu'ils ne se soucient pas trop de ça. Eux ont une vie à vivre, ils ont des activités à faire. On peut souligner que le vendredi soir, normalement, c'est l'occasion d'un souper communautaire. Tout le monde se réunit, les 6 ou 7 résidents de la station se réunissent autour de la table à dîner du module Zvezda. C'est l'occasion assez amusante de s'échanger de la nourriture parce que chacun apporte avec lui sa nourriture. Et là, on s'échange les mets à qui mieux, mets russes, mets européens, mets japonais, mets américains, etc. C'est l'occasion donc aussi de se faire des petits cadeaux, des gâteries, tout ça. Et c'est aussi l'occasion de porter des toasts. Il faut savoir que dans la culture russe, c'est très, très important. À chaque fois qu'on se rencontre, on porte des toasts, normalement avec un breuvage alcoolisé, mais ce n'est pas le cas à bord de la station spatiale. L'alcool est prohibé. En fait, en de très, très rares exceptions, les occupants peuvent boire une toute petite quantité d'alcool. La raison étant que, comme je le disais un peu plus tôt, chaque membre d'équipage est conscient qu'il est perpétuellement en danger et que sa vie peut dépendre de celle des autres. Fait qu'il faut toujours être parfaitement alerte pour pouvoir réagir en cas de situation. Et ça arrive, des situations d'urgence, soit que le système d'alarme part comme s'il y avait un incendie à bord, il faut remédier à la situation, soit que la station pourrait être frappée par un débris. Ça aussi, c'est jamais arrivé que la station a été frappée par un débris, mais c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu des alertes. Donc, les astronautes doivent toujours être en parfaite possession de toutes leurs facultés et c'est pour ça que jamais ils consomment de l'alcool, même si on peut célébrer autour d'une table, faire des toasts, mais des toasts avec des jus de fruits, café, thé ou eau, mais pas d'alcool. La question qui s'impose en ces temps tendus entre l'Occident et la Russie est bien entendu comment réagissent les résidents d'ISS. Effectivement. En fait, d'une manière générale, et ça, c'est bien avant les tensions actuelles, jamais dans une station spatiale, on parle de religion ou de politique. Ou si jamais on le fait, c'est toujours de façon très factuelle et sans jamais pointer qui que ce soit.
Il faut savoir, hein, les résidents sont conscients que leur vie dépend toujours de celle des autres. Donc, il n'est pas question de générer la moindre tension, le moindre rancœur qui pourrait peut-être se glisser au sein d'un environnement très clos. Là, vous êtes dans une station spatiale pendant 6 mois avec 6 personnes. C'est pas le temps d'avoir des froids ou de la chicane. Bien sûr, les résidents sont très au fait de ce qui se passe sur Terre. Ils sont au courant de l'actualité. Donc, ils sont parfois forcés de l'évoquer, mais c'est toujours de façon neutre, jamais en accusant qui que ce soit. C'était vrai, et ça, depuis le début de la Station spatiale internationale. Ce l'est encore plus vrai aujourd'hui avec les tensions que l'on vit entre l'Occident et la Russie. On pourrait se dire que d'une certaine façon, les résidents de la Station spatiale se disent « Laissons aux terriens leurs problèmes, on a bien assez des nôtres dans l'espace. » Donc, faire toujours attention pour garder la cohésion et jamais susciter de débats sur la religion ou la politique. On laisse ça aux terriens. Nous, on est occupés à survivre dans l'espace. Et je me souviens, une petite anecdote au passage, qu'il y a peut-être une année ou deux, il y a deux cosmonautes russes qui est arrivé dans la station habillés en combinaison aux couleurs de l'Ukraine bleu et jaune. Ça avait fait un peu jaser. Exactement. Et j'avoue que je me suis posé la question, il faudrait que je fasse des recherches. Je ne sais pas ce qui est arrivé par la suite quand ils sont revenus sur Terre. Ils se sont sûrement fait sermonner et peut-être que ça a été la fin de leur carrière, mais je dis ça sous réserve. Si jamais un auditeur, une auditrice est au courant, j'apprécierais le savoir, mais ils ont dû se faire sermonner de retour sur Terre. Enfin, la fin. Finalement, au bout de 6 mois passés dans la station, vient le temps de regagner la Terre. C'est à la fois une étape tant attendue, un moment de soulagement, mais également l'occasion d'une certaine nostalgie, d'un certain deuil à faire, en somme. Thomas Pesquet s'en explique. Après 6 mois passés dans l'espace, je suis traversé par des sentiments contraires. Autant je suis impatient de retrouver Anne et mes proches et marcher dans la nature, autant je suis par avance nostalgique de l'ISS. Ça m'a demandé tellement de travail et de sacrifices. C'est un endroit si merveilleux et incroyable quand on y pense. Reste cette interrogation. Revivrai-je un jour quelque chose d'aussi étonnant et inédit ? Retour à la vraie vie, quoi. Mais la vie me suffira-t-elle dorénavant ? Pour sa part, Scott Kelly fait le bilan de tout ce qui lui a manqué durant son année à bord d'ISS. Outre ses proches et la nature, il songe à un tas de trucs auxquels on ne pense jamais. Ce qui me manque, de cuisiner, l'achat d'aliments frais, l'odeur de légumes qu'on coupe, la vue des produits frais s'entassant dans les épiceries. Les épiceries me manquent d'ailleurs. Leurs étalages aux vives couleurs, la vue des personnes qui circulent dans les allées, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre à les connaître, découvrir leurs expériences que je n'ai jamais vécues, le cri des enfants qui jouent, entendre des gens parler et rire dans la pièce d'à côté, le craquement des planchers de bois que l'on marche, m'asseoir dans un fauteuil ou sur une chaise, boire un verre, déposer les choses sur une table et voir qu'elles y restent. Le soleil sur mon visage me manque, l'eau courante sous toutes ses formes, prendre une douche, me laver le visage et les mains, dormir dans un lit même, la sensation des draps sur moi et le confort d'un oreiller. Les couleurs de nuages à différents moments de la journée, la multitude de levées et de couchers de soleil. Cela me manque. Mais pour cela, une dernière épreuve tant redoutée les attend, le retour en Soyouz. La traversée de l'atmosphère alors que tout brûle autour de soi est pour le moins déconcertante, tandis que l'impact avec le sol se compare à un violent accident d'automobile. Des moments particulièrement redoutables après avoir vécu 6 mois sans avoir ressenti le moindre choc digne de ce nom, à part peut-être en cas de survirage dans la station, Claude. Ah oui, mais même là, il n'y a rien qui se compare. En fait, si le lancement dans une capsule Soyouz est une épreuve, le retour est encore nettement plus grave, une épreuve encore nettement plus sérieuse. D'abord, il faut se rappeler, les passagers prennent place à bord du Soyouz, s'assoient dans leur siège très inconfortable, recroquevillent leurs genoux sur eux, et dès le départ, les douleurs atroces reviennent aux genoux. Le retour sur Terre, pour eux, il s'agit de perdre la vitesse à laquelle ils évoluent, 28 000 km, pour arriver au sol à la vitesse d'à peu près 0, et tout ça en moins de 30 minutes. C'est-à-dire qu'ils vont subir, pour se faire, des décélérations de 4G. Un peu comme lorsque nous, on se pose en avion, là, je pense que tous ceux qui ont vécu l'expérience, on est comme
pressé dans son siège, on subit alors une décélération d'à peu près 1 G/2. Eux vont subir une décélération de 4 G. Et comme pendant les 6 mois, ils ont été exposés à aucune contrainte, aucune accélération ou décélération, les 4G, ça semble décuplé pour ce qu'ils vont avoir l'impression de vivre. Donc, c'est extrêmement exigeant de retourner en capsule Soyouz sur Terre. Comme le relate Pesquet, ce qui est parfait dans ce cas-ci, c'est que même si on n'en a pas tellement envie, on n'a pas vraiment le choix. Scott Kelly raconte: lorsque nous abordons l'atmosphère, la capsule baigne dans un plasma orange vif. C'est un peu déconcertant, car on a l'impression que de l'autre côté de notre hublot, quelqu'un nous pointe avec un chalumeau. Mais au début, la gravité revient sournoisement, puis elle revient avec vengeance. Bientôt, tout devient horriblement lourd. Ma montre au poignet est lourde, et ma respiration devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que s'accumule léger. Il devient même très difficile de respirer. Puis, lorsque le parachute s'ouvre, la capsule virevolte, se tord et se retourne violemment dans tous les sens. Pesquet renchérit. Nous atteignons rapidement un pic de 4G qui va durer. Il fait bientôt 40 degrés dans la capsule. C'est à étouffer. Nous chutons dans ce qui ressemble à une boule de feu. Je vois tout par le hublot à ma gauche. Ça commence par de petites étincelles, puis ce sont des braises qui fusent et bientôt des flammes qui ne tardent pas à brûler la vitre, obscurcissant tout. Pas de panique, nous dit-on. Facile à dire. Pour résumer, tu vois une étoile filante ? Eh bien, au retour, tu es à l'intérieur de l'étoile filante. En fait, ce à quoi les astronautes assistent, c'est à la désintégration du bouclier thermique de leur capsule. C'est-à-dire que le bouclier thermique perd véritablement des morceaux, de ces morceaux qui s'enfuient autour. Et en s'enfuyant, ces morceaux-là emportent avec eux une partie de la chaleur. Donc, c'est normal que le bouclier se désagrège. C'est un processus normal, même si c'est assez inquiétant de voir des morceaux de sa capsule, de son bouclier thermique, passer par les hublots. C'est normal, c'est une façon d'évacuer la chaleur, mais c'est stressant. Ce sont des résidus incandescents que je vois passer par le hublot. Ce brasier va durer 8 minutes. C'est long. D'autant qu'il faut résister à la pression des jets. Je suis complètement écrasé dans mon siège. J'ai mal partout. Des difficultés à respirer. Je suis en sueur et mon cœur ne comprend plus ce qui lui arrive. Il peine à pomper. Le parachute principal prend le relais à 7500 mètres d'altitude. Soulagement général. Nous avons résisté à l'enfer du retour. Mais là, c'est une grande claque. Nous sommes brinque-ballés dans tous les sens, puis une sorte de balancement de côté avec une rotation bien mal de mer s'installe. Notre capsule chute sous parachute durant 15 minutes. Là encore, c'est long, mais beaucoup plus tranquille. Ensuite, lorsque nous sommes à plus de 5 mètres du sol, les rétrofusées donnent un horrible coup de frein afin de nous faire atterrir en douceur. On parle alors d'un atterrissage en douceur, mais c'est tout sauf ça. On subit plutôt un violent choc à la colonne vertébrale. Notre tête rebondit et heurte le siège. Comme si un automobiliste venait nous rentrer dedans à vive allure. Nous arrivons tout de même à la vitesse de 30 km/h. Autant dire que ça va taper fort. C'est extrêmement violent. La capsule rebondit et part en tonneau. Atterrissage doux, disent les Russes. Un accident sur l'autoroute plutôt. La capsule roule puis s'immobilise sur le côté gauche, le mien. Le silence se fait. Nous n'avons plus qu'à attendre les équipes de secours. Étonnamment, poursuit Kelly, c'est peut-être la plus terrifiante expérience de notre vie ou le plus palpitant tour de manège. Tout dépend de comment vous envisagez les choses. Si vous êtes dans le bon état d'esprit, ce peut être une aventure formidable et même être très amusant. Mais d'un autre côté, certains ont déclaré qu'ils étaient si malmenés qu'ils ont cru qu'ils allaient périr. La frontière semble alors mince entre terreur et plaisir. Et de conclure l'astronaute américain qui a vécu 2 atterrissages en Soyouz, du moment où vous réalisez que vous n'allez pas mourir, c'est la plus formidable balade que vous allez vivre. En fait, c'est si sensationnel que je me porterais volontaire pour un autre vol longue durée, simplement pour revenir en Soyouz. C'est vrai. Incontestablement, le retour sur Terre, c'est la partie la plus éprouvante de toute mission en Soyouz.
Lorsqu'enfin l'écoutille est ouverte, par l'équipage de récupération au sol, la capsule se remplit d'air frais. « Ça sent fantastique », indique Kelly. Et puis, assis sur le bord de l'écoutille, voir autant de personnes, peut-être même des centaines, ça surprend. C'est incroyablement étrange de voir plus d'une poignée de personnes à la fois. Cette vue est bouleversante. L'air frais est riche et nous avons une odeur douce et fantastique. Et une fois que les astronautes sont revenus sur Terre, on les sort de la capsule, on les installe dans des sièges en toile, et là, on leur tend un téléphone satellite pour qu'ils puissent appeler leurs proches, généralement leur épouse ou leur conjoint, pour leur dire « Enfin, sain et sauf, de retour sur Terre. » Ouf! Conclusion, Mars ou la Lune? Malgré toutes les contraintes qu'impose la carrière d'astronaute et les séjours dans l'espace, tous ceux et celles qui ont eu la chance d'y aller disent sans hésiter que cela en vaut amplement la peine et les sacrifices. D'ailleurs, Thomas Pesquet, qui s'inquiétait de ce que serait sa vie après ses 6 mois à bord d'ISS, y est retourné une seconde fois en 2021, et il espère à présent retourner dans l'espace, possiblement même à la Lune, dans le cadre du programme Artemis. Même chose pour David Saint-Jacques, qui au terme de son séjour dans l'ISS a les mêmes espoirs que son collègue français. Quant à Scott Kelly, il a pris sa retraite après avoir cumulé 520 jours dans l'espace à l'occasion de 2 envolées en navette spatiale et de 2 longs séjours sur l'ISS. Notons que la lecture de sa biographie enlève toute envie de se lancer dans une expédition vers Mars. Comme nous l'avons vu, l'astronaute américain raconte dans Endurance à quel point la vie à bord de la station est pénible. Or, ces conditions de vie sont nettement plus favorables que ce qu'elles seront dans un vaisseau martien, ne serait-ce que parce que les résidents d'ISS sont en contact direct et instantané quotidiennement avec leurs proches via le téléphone ou la vidéo. Rien de tel pour des expéditions martiennes. De plus, ils sont régulièrement réapprovisionnés en aliments frais et reçoivent des visiteurs lors des changements d'équipage, ce qui agrémente considérablement la monotonie de leur séjour. En outre, ils ont à leur disposition le spectacle sensationnel et sans cesse renouvelé de la Terre qui défile sous les hublots. Et enfin, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent regagner la Terre en seulement quelques heures, ce qui est très rassurant compte tenu du milieu hostile dans lequel ils évoluent. Rien de tel non plus lors d'une expédition martienne, Claude. Exactement. Et c'est pourquoi, là, lorsqu'on leur demande à ces astronautes-là, est-ce que vous seriez prêts à vous envoler vers la planète Mars? La plupart, ou je pense que je pourrais dire tous, sans crainte de me tromper, vont dire non. Ils sont conscients que c'est beaucoup trop exigeant, une mission vers Mars. Par contre, pour eux, aller sur la Lune, ça devient nettement plus intéressant. En fait, d'abord, le voyage, évidemment, beaucoup moins long, mais surtout, sur la Lune, il y a une force de gravité d'1/6. Ça veut dire que sur la Lune, ça doit être nettement plus facile de vivre et de travailler que dans la station spatiale, parce que là, les objets ne s'envoleront pas tout. Ce qui fait que pour les astronautes actuels, l'idée d'aller s'installer sur la Lune, de vivre sur la Lune possiblement 6 mois comme à bord de la station spatiale, c'est un plan de carrière beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, quand on écoute la biographie de Thomas Pesquet, il le dit clairement, il rêve d'aller sur la Lune. Pas nécessairement d'y passer 6 mois, mais il rêve d'aller un jour sur la Lune. Un rêve qui pourrait devenir réalité si l'administration Trump-Musk n'annule pas le projet Artemis entre-temps. Voilà qui conclut notre balado, en espérant que vous avez apprécié notre récit. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer, à le rédiger. Je ne veux pas insister, mais je vous suggère fortement d'écouter le livre de Thomas Pesquet. Vous allez vivre une trentaine de balados absolument fascinants. Et en terminant, je vais vous dire que je suis toujours très intéressé d'avoir de vos nouvelles. De savoir qui vous êtes, dans quel cadre vous écoutez le balado. Souvent, les gens me font des suggestions, me posent des questions, etc. La meilleure façon de communiquer avec moi, la façon la plus simple, c'est en nous écrivant à l'adresse baladovde@gmail.com. Quand vous faites ça, vous vous adressez directement à moi et ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, soyez toujours les bienvenus et comme vous savez, j'apprécie apprendre à vous connaître. Fait que n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. C'est toujours un plaisir de savoir qui nous écoute. Sur ce,
bonne semaine et au plaisir dans 2 semaines pour une autre aventure de voyage dans l'espace. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous vous rappelons que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement si vous en avez l'envie et les moyens sur la plateforme patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace. Pour 5$ et plus, vous aurez accès à l'entièreté des fascicules préparés par Claude depuis le début du balado, ainsi qu'aux épisodes 2 semaines en avance. Ce balado a été préparé par Claude Lafleur, réalisé par Florent Meunier, avec à la narration Dylan Baillargeon, Laurent Runigo et sa fille Léna. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.